Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, donc, vous êtes nombreux, c'est déjà, ça prouve que vous êtes intéressés par la politique du logement et de l'habitat. Donc, c'est une des compétences de la communauté de communes. Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup qui étaient là l'année dernière, il y en avait moins. Donc, Romain, qui est le chef de service, a convoqué tous ceux avec qui le service Habitat travaille. Voilà, donc il y a les agences immobilières, il y a les entreprises, il y a tous ceux avec qui on a des relations. Alors qu'est-ce que... qui c'est qui sont à cette table, hein? Donc il y a le directeur des services, Nicolas Rel, qui est l'homme des finances, hein, qui me dit lorsqu'on dépense trop qu'il faut arrêter. C'est souvent qu'il dit ça, il ne dit pas souvent l'inverse. Francine Bourra, qui est la vice-présidente à l'économie et qui est présidente de l'AIT, qui est l'association interprofessionnelle Terrasson-Montignac. Donc il y a un certain nombre d'entreprises avec qui elle travaille. Daniel Baril, hein, qui est donc le maire de la Feuillade et qui est le vice-président à l'habitat. Donc depuis 2 ans, on a un service habitat qui est composé de combien? 6 personnes? 5. Mais là qui compte double, donc ça fait 6. Hein, 6 personnes. Et notre rôle, c'est d'accompagner les différents demandeurs d'aide au niveau des logements. Donc c'est la rénovation énergétique, c'est l'accessibilité. Alors nous, on accompagne les aides de l'ANA, hein, puisque c'est une politique de l'État qui a des hauts et des bas, comme vous avez vu hein, dans les informations. Quand il n'y a plus de sous, on dit on ne dépose plus de dossiers, après avoir fait beaucoup de pubs. Les aléas du gouvernement et de la finance. Alors moi, j'ai rien lu. Et ça suit quelque chose, non? C'est le présentera tout à l'heure, ça. Hein? Vous pouvez continuer l'introduction, c'est très bien. Ouais, bon, je fais juste une introduction, ça va. Voilà, donc je suis un mauvais élève, parce qu'aujourd'hui, on a été en réunion un peu partout. Donc, le service Habitat a été créé pour accompagner tous ceux qui veulent rénover leur logement. Alors, nous, on suit les directives de l'ANA. Par exemple, là, donc, cette année, à un moment, on nous a dit qu'il ne faut plus faire de dossiers, il n'y a plus d'argent. Il y a eu le prétexte qu'il y avait eu des dossiers pas tout à fait légaux, que, bon, etc., etc. Et après, un jour, on nous a dit, ben, on rouvre un petit peu le robinet, et c'est 13 000 dossiers, ou 130 000 13 000, que 13 000. 13 000 dossiers, hein, c'est pas tout, au niveau national qui ont été ouverts. Donc ils ont passé une nuit à être en lien avec la plateforme. Au début ça coinçait un peu parce que tout le monde y était, puis on a récupéré un certain nombre de dossiers. Tout ça c'est une anecdote, mais c'est pour vous faire voir qu'on s'adapte aux aides de l'ANA. Donc Romain ou Daniel vont vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Moi, ce que je sais, c'est qu'on met à peu près 300 000 € par an d'aide pour accompagner les dossiers, qu'on prend les dossiers depuis le début, donc au niveau ingénierie, montage du dossier, on nous accompagne, et tout le long, voilà, pour l'instant, moi, je reste sur l'introduction. Voilà un petit peu ce que l'on fait, et puis ils vont vous donner les chiffres. Et toute la politique de France Rénov a évolué, les réglementations ont changé, et donc nous, on a un organisme agréé pour suivre toutes les demandes. On est content que ce soit les professionnels. On n'a pas le droit de dire aux demandeurs d'aide, il faut aller travailler chez un tel, chez X ou Y, parce que on n'a pas à flécher les uns ou les autres, mais ce qu'on est content, c'est que la grande majorité des entreprises sont des entreprises du territoire.
sur le bassin à la fois de Terrasson et de Brive, et une grande majorité sur la Dordogne. Donc on vous donnera les chiffres, c'est à peu près 100 logements par an que l'on rénove. Et donc il y a les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. L'intérêt des propriétaires bailleurs, même si ce n'est pas la majorité, c'est de créer de nouveaux logements pour amener de la population. Mais l'essentiel des dossiers, c'est ça améliore les qualités de vie de nos habitants. Donc les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs. On va vous donner les différents chiffres qui correspondent à ces 100 logements, mais c'est plusieurs millions de travaux qui ont été effectués depuis que la communauté de communes s'est impliquée dans ce dossier. Voilà, voilà un petit peu pourquoi on vous réunit et pour faire passer un certain nombre d'informations et de messages. Bonsoir tout le monde, sachant que j'espère que j'ai oublié personne en accueillant. Donc oui, le président vous a donné l'idée principale, générale de la politique du territoire qu'il développe. Et donc on est là, ces vice-présidents et les agents du service pour comment dirais-je, pour forcer et faire ce qu'il faut pour que les services fonctionnent. Et donc, en l'occurrence, ce soir, c'est sur l'habitat, et donc j'ai cet honneur d'essayer de prendre en charge cette partie-là. Et vous êtes là donc pour, tout à l'heure, vous aurez la parole, bien entendu. Et donc, vous êtes là pour qu'on vous parle un peu plus de ce service. Et peut-être que vous compreniez mieux un petit peu ce qui se passe et l'interaction qu'il y a entre vous, les administrés, les demandeurs, et nous, le service public, qui est ce service habitat. Sachez, donc, parler de guichet unique, sachez que le guichet unique de Terrassonnais, de la communauté de communes, France Rénov', est le premier et unique service public de la rénovation de l'habitat en Dordogne, et qu'on est pratiquement le seul guichet unique à être 100% en régie. Donc, et ça, c'est une volonté du président et également des colistiers pour, comment dirais-je, pour être sûr que les délais, malgré tout, soient le plus court possible. C'est-à-dire, on a fait en sorte de, entre guillemets, supprimer des intermédiaires qui rallongeraient le temps, autant pour les administrés, les demandeurs, que pour vous, les entreprises. Donc ça, c'est à savoir, et donc et ceci peut expliquer également les chiffres que vous allez voir tout à l'heure. Je me dois, et j'ai le plaisir de présenter donc ce service habitat de la communauté de communes du Terrassonnais au Périgord noir, avec 6 personnes. Il y a 5 conseillers et un responsable, Romain Semchi, que la majorité de vous le connaissez bien entendu, mais je pense que vous connaissez aussi maintenant les conseillers. Donc il y a dans le détail au niveau des fonctions, Marie-Laure Durand et Amélie Pérez, qui sont conseillères France Rénov' côté plus administratif. C'est ces 2 personnes que les administrés ont en premier, dès le premier appel. Et donc ces 2 personnes après qui vont dispatcher, expliquer et après faire un dispatching au niveau de leurs collègues, les 3 autres conseillers plutôt techniques, qui sont Marie Boihu, Gersante Facon et Régis Mortellec, ils sont tous là. Voilà, sachez qu'ils étaient là ce matin et ils sont restés là ce soir pour nous accompagner et vous accompagner également dans les réflexions de ce soir. Donc Romain, bien entendu, qui fait tourner tout ce service grâce à ces 5 personnes qui sont, je dois le dire, et c'est pas parce qu'ils sont là,
Ils sont tout à fait dévoués à ce service. Le président en a parlé tout à l'heure, lors de l'arrêt de juillet-août organisé par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, pour justement refaire leur compte et voir plein d'autres choses. Et lorsque ça a redémarré en septembre, on avait donc 13 000 dossiers à donner au niveau national. Et on en avait 16 à passer, et jusqu'à 1h du matin, ils étaient là, ils n'avaient pas tous, il y en avait 2, il y a eu un tour de rôle, ils étaient là pour essayer de glisser les dossiers. Le système, le serveur a explosé de l'ANA, évidemment. Ah oui, tout à fait, ça a explosé. Donc ils ont pu en passer 4, et 8 jours après, le service est redevenu actif. Et là, pareil, à 6h30 le matin, ils étaient là pour glisser, et à 10h, donc 12 autres étaient passés. Donc on a cette chance, et je suis vraiment fier d'avoir ces agents qui travaillent vraiment pour le service de nos administrés, donc pour eux-mêmes, mais j'espère que vous en profitez également, et on aura aussi des chiffres, Romain vous expliquera aussi. Ce que je peux vous dire, vous l'avez à l'écran, donc en budget 2025, au niveau des aides, cela représente 2 750 000 euros, 2,5 millions apportés par l'ANA, et 250 000 euros apportés par la communauté de communes. Ça, c'est un choix des élus de mettre en jeu, si je puis dire, 250 000 euros pour abonder ce que l'ANA propose. Voilà, donc ça va inciter, puis ça va faciliter les travaux. 2 mots sur le budget global, qui est de 505 000 euros. Donc il y a l'investissement, je vous ai parlé de ces 250 000, mais je voudrais détailler un petit peu et rester 30 secondes sur le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est donc le service. On a donc 6 personnes qui font tourner ce service, donc ça fait une somme salariale pas du tout négligeable, mais si vous regardez bien, pour 55 000 euros de dépenses, il y a des recettes. Les recettes, c'est l'ANA. Vous voyez, 184 000, ça représente 72%, et 9 et quelques pourcents pour la région. Et donc après, reste l'autofinancement. Et donc concernant le fonctionnement, je constate, et vous le voyez également, 47 000 euros donc de l'argent propre, si je puis dire, de la communauté de communes. Donc voilà, donc la communauté de communes, si je puis dire, débourse au niveau fonctionnement 18% et demi pour tenir ce service. Voilà, donc c'est... les communes qui accompagnent aussi, sur ça, la rénovation des vitrines. Tout à fait, mais ça fait partie de l'investissement qui s'ajoute. C'est 40, je crois, les 4 communes, ça fait 40 000, je pense. Un tout petit peu plus dans les 70 000 euros. 70 000. Ça fait, Romain vous donnera le détail. On a souhaité que tout le monde soit aidé sur l'ensemble du territoire, mais c'est comme du Coluche, il y en a qui sont plus aidés les uns que les autres, et on a listé sur les 4 centralités, qui sont Hautefort, Tenon, Le Lardin et Terrasson, il y a des zones sur lesquelles il y a une volonté de développer les centres-bourgs. Les centres-bourgs, voilà. Donc il y a un peu plus d'aide dans ces zones-là. Mais on avait différentes possibilités et on a souhaité que notre aide soit sur l'ensemble. Voilà. Donc je vais terminer sur 2 chiffres qui caractérisent les 3 années d'activité de ce service. Donc 8,5 millions de travaux ont été générés depuis ce temps-là, dont 4 millions pour les entreprises du territoire du Terrassonnais. Donc 50% des artisans ont pu bénéficier de certaines commandes depuis 3 ans.
Et et cela a également sollicité pratiquement 6 millions d'euros d'aide, dont 537 000 donnés par la communauté de communes, ce qui représente 9%. Donc voilà les points clés, les chiffres clés de ces 3 années. Et je vais laisser la parole à Romain qui va être plus explicite et plus précis dans le travail et le rôle de ce service. À toi, Romain. Je remercie M. Bousquet et M. Baril. Avant de poursuivre sur les chiffres et de vous faire un état un peu plus précis de l'année 2025, je vais appuyer ce qui a été annoncé par M. Bousquet et M. Baril, à savoir ce que représente aujourd'hui notre guichet unique de l'habitat France Rénov'. C'est bel et bien le premier et unique guichet unique de l'habitat à l'échelle de la Dordogne qui fonctionne de la sorte. Le défi qui a été fixé par les élus, c'est que le fonctionnement doit pouvoir se faire en régie, qu'on puisse avoir le contrôle sur toutes les étapes de l'accompagnement. Et ce défi-là, aujourd'hui, il est relevé parce que sur toutes les thématiques de travaux, la rénovation énergétique, l'adaptation du logement et la remédiation de l'habitat insalubre, nous sommes compétents pour pouvoir intervenir. Compétents grâce aux ressources humaines qu'a présenté M. Baril. Aujourd'hui, nous avons des auditeurs énergétiques, Régis Mortelec, Marie Boihu. Nous avons une spécialiste de l'adaptation du logement, Gersande Facon. Et nous avons aussi 2 spécialistes du suivi financier et administratif qui font en sorte que maintenant, les délais sont fortement réduits pour pouvoir aller débloquer les avances et le solde des subventions accordées. Et ça, c'est un point sur lequel, les années précédentes, nous avions relevé les quelques problématiques, et c'est grâce à ces ressources humaines qui sont opérantes en cette année 2025 que la communauté de communes est en capacité d'avoir réellement un fonctionnement 100% en régie et qui soit efficient. Ce n'était pas le cas au début, il y avait quand même beaucoup de dossiers en instance, et vous, peut-être pas vous, mais moi je me faisais quand même un petit peu engueuler en permanence, puisqu'il y avait des dossiers qui traînaient pendant des fois 6 mois avant d'être instruit. Donc au départ, la politique de l'ANA, c'était le pacte qui s'appelle aujourd'hui Solia. Solia. C'est un pacte ARI, le Solia qui instruisait les dossiers. Et il y avait beaucoup de dossiers en attente quand on l'a pris. Donc petit à petit, à mesure que notre service s'est professionnalisé et est devenu un peu plus important, aujourd'hui Solia s'occupe uniquement de certains dossiers. Alors il y avait un résiduel sur les caisses de retraite. Les caisses de retraite. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est terminé, il n'y a plus d'intervention de Solia sur notre territoire. Donc maintenant, quand ça ne va pas, c'est nous les responsables. On ne peut plus dire c'est la faute aux autres. Mais il a fallu un peu de temps avant d'y arriver. Tout à fait, un peu de temps. Bon, pour vous donner quelques éléments sur cette année 2025, donc, nous avons dressé un bilan au 31 octobre 2025 et nous pouvons vous dire qu'il y a 400 contacts qui ont été pris pour des projets de rénovation, adaptation et autres. Rénovation de ventures commerciales, ravalement de façades, dans les communes centralités qui ont été évoquées. Plus de 2,7 millions de travaux générés sur ces quelques mois d'activité, dont 1,3 million pour des entreprises dont le siège social est basé sur le territoire de la communauté de communes. On rappelle, 37 communes composent notre territoire et aujourd'hui, en phase de vie signée, nous avons 1 300 000 euros d'engagés sur cette année 2025. Au niveau des aides, 1,9 million d'euros d'aides sollicitées, ce qui signifie que les demandes ont été faites. Pour certains dossiers, les accords ont déjà été reçus. Et sur ces 1,9 million, il y a déjà pour 160 000 euros d'engagés par la communauté de communes. Sur cette année 2025, nous avons également fait le choix de vous parler de l'activité du service. Car vous annoncez des chiffres en matière de travaux générés, en matière d'aide sollicitée,
c'est bien, mais ça ne traduit pas suffisamment quelle est l'activité réelle du service. Finalement, on avait pris un engagement presque la fois précédente, l'année dernière, c'était de réduire considérablement les délais de sollicitation de notre service. C'était d'être en capacité de répondre au téléphone. Quand ça sonne, il faut pouvoir répondre. Donc, au 31 octobre, nous étions à 2665 appels entrants traités par l'ensemble des équipes, en sachant que notre permanence n'est ouverte que le matin de 9h à midi. Donc permanence téléphonique et physique. 1242 appels sortants, c'est-à-dire que les conseillers que vous voyez ici même ont passé 1242 appels. Il s'agit de suivi de dossier principalement, et parfois des appels de première prise d'information. Une donnée qui est très appréciée par les élus, car c'était leur souhait, du contact sur le terrain, être présent sur le terrain, être en contact au plus près des administrés. Ce sont 327 visites à domicile qui ont été réalisées sur les 10 premiers mois de l'année. Et enfin, depuis que nous avons de nouveaux locaux, qui sont très bien aménagés, nous sommes en capacité d'accueillir les administrés que nous accompagnons dans un bureau de confidentialité. Et chose faite, nous avons pu réaliser 123 rendez-vous dans ce fameux bureau de confidentialité. Ces données, alors, si on devait les comparer aux années précédentes, nous sommes sur des données qui sont largement supérieures aux années précédentes. Parce que c'est l'infrastructure qui a évolué. Certes, la communauté de communes, les élus ont décidé de recruter, de rajouter des moyens en termes de ressources humaines, mais il y a aussi des moyens complémentaires qui ont été rajoutés. C'est tout simple, la téléphonie. Jusqu'à présent, nous n'avions que 2 postes pour 4 personnes. Maintenant, chacun a son poste téléphonique. Et bien, le gain, il est direct. Vous appelez, il y a quasiment toujours quelqu'un qui est susceptible de vous répondre. Et ça, pour nous, c'est primordial, car si nous arrivons à répondre à la sollicitation téléphonique, eh bien, ça fait une relance en moins, un mail en moins, ou peut-être une visite en moins à la communauté de communes. Donc, ces petits investissements réalisés ces derniers mois, aujourd'hui, on voit l'impact bénéfique. Le fameux bureau de confidentialité, c'est pareil. Jusqu'à présent, nous n'avions pas réellement d'espace dédié à cet usage, et pour aborder de telles situations personnelles, c'est toujours mieux de le faire dans un espace dédié. On parle quand même, comme vous le savez, de plusieurs dizaines de milliers d'euros. On parle de projets de vie, on parle parfois de problématiques, oui, c'est un peu notre quotidien. Donc il est toujours préférable de pouvoir échanger avec les administrés dans un espace dédié. Et échanger, c'est certes, aujourd'hui, Romain et puis nous, de façon moins technique et moins précise, on vous a dit quelle était notre volonté et ce qui avait avancé, mais le but de ces réunions, c'est que vous nous disiez ce qui ne va pas aussi. Pour continuer, et là, tout à l'heure, vous aurez toute l'attitude à nous dire ben, ça c'est bien, mais ça pourrait être amélioré ou pas. C'est le but de ces réunions, c'est pas simplement vendre ce qu'on fait. Voilà, c'est important tout à l'heure. Aujourd'hui, on commence à avoir un service qui fonctionne, ça a été dit grâce à tous les agents, ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu que chacun trouve sa place et que nous on s'adapte à cette évolution. Puisque tu l'as dit, on est la seule communauté à le faire. Après, il y a le Sarladé, c'est les autres communautés de communes qui sont réunies au niveau du pays du Périgord noir. Au début, on a fonctionné avec eux. Puis après, on a souhaité développer notre propre territoire. Et le reste, c'est le département qui s'occupe de tout le reste du département. Donc, ça a des avantages. Ça a aussi l'avantage de se faire engueuler, puisque c'est nous les responsables. Mais c'est théoriquement, on doit être plus proche de vous, essayer de régler, il faut qu'il y ait une vraie relation entre les entreprises, les habitants, et c'est l'esprit qu'il a dit, du guichet unique, qu'on cherche, nous, à privilégier en permanence, quels que soient les domaines dans lesquels on travaille. C'est pour ça qu'on a aussi les France Service, on est la première communauté à avoir ces guichets France Service. Et France Service, c'est intéressant, ça fait passer aussi les messages de la politique du logement
comme de la mobilité qu'on essaye de mettre en route, mais qui encore est balbutiante et qui est encore pas, mais c'est encore lui le responsable de la mobilité, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore à plein régime. Donc il va falloir qu'on fasse des progrès au niveau de la mobilité. Mais c'est le même esprit. Donc on a 3 points de France Service, Tenon, Hautefort, Terrasson. Il passe 25 personnes par jour ici, tous les jours, qui posent des questions. Et après, on a ce qui est le seul en Dordogne, bon, c'est un peu notre pub, mais bon, c'est comme ça. On a un camping-car qui se promène dans toutes les communes de notre territoire et qui passe une fois toutes les 3 semaines. Donc ça permet d'entendre ce qui ne va pas et de répondre. Voilà. Tout à fait. Je me fais porte-parole de mes collègues ce soir pour indiquer que nous sommes fiers, en tant qu'agents de ce territoire, de porter, de mettre en œuvre plutôt au quotidien, ce label France Rénov'. Ce label, il est important parce que les élus, ici présents, se sont battus pendant de très nombreux mois pour pouvoir obtenir ce fameux label France Rénov'. Et aujourd'hui, les moyens sont mis sur la table pour qu'on puisse le faire vivre au quotidien. Cette soirée, c'est l'occasion de vous partager ces informations, de vous partager ce retour d'expérience à l'échelle de l'année. Mais pour nous, le plus important, c'est aussi l'occasion d'échanger avec vous. Comme on l'a fait lors des 2 précédentes éditions, souvenez-vous, la première au Lardin Saint-Lazare et la deuxième l'année dernière, ici même dans cette salle. Cette réunion, c'est vraiment l'occasion de rencontrer tous les professionnels de l'habitat qui travaillent et interviennent sur le territoire de la communauté de communes. Si nous pouvions en citer quelques-uns, les agences bancaires, les agences immobilières, les études notariales, pas de représentants ce soir il me semble, les cabinets d'architectes, maîtres d'œuvre, etc. Les entreprises prestataires de travaux. Petite nuance, pas que les entreprises labellisées RGE. Bien sûr, nous avons besoin des entreprises RGE pour pouvoir générer du dossier de rénovation énergétique d'ampleur. Oui, certes, mais s'il y a des entreprises, des plombiers chauffagistes par exemple, ou des plaquistes qui n'ont pas le label, après, à nous de les convaincre. À nous aussi de leur dire que nous ne faisons pas que la rénovation énergétique qui nécessite de la labellisation. On fait aussi de l'adaptation du logement. L'adaptation du logement, le plombier, on a besoin de lui. Ma collègue spécialiste saura le dire mieux que moi. On a besoin du plombier pour remplacer cette fameuse baignoire en une douche à fond plat. Et naturellement, pour ce faire, bien qu'il y ait un référentiel, bien qu'il y ait l'expertise nécessaire, eh bien, ce fameux RGE, lui, il n'est pas demandé. Donc, en tant qu'entreprise prestataire de travaux, on ne s'adresse pas qu'aux entreprises labellisées RGE. La question est posée, quel rôle pour les professionnels de l'habitat intervenant sur le territoire de la communauté de communes, dans le cadre de ce guichet unique? Et un des problèmes des artisans, c'est pas tous voulaient être agréés RGE, parce que, alors ça veut dire si ça s'améliore ou pas, il y avait souvent un grand délai entre les travaux et le paiement. Bon. Et certains disaient, bon, c'est bien joli, mais on est payé avec des mois de retard et ça ne nous intéresse pas. C'est ça, hein, c'est exactement ça, et à l'époque, j'ouvre un peu le débat, à l'époque il y avait ces fameux C2E, alors, qui existent toujours, les certificats d'économie d'énergie, qui existent pour ce qu'on appelle la rénovation par geste, le monogeste. Pour la rénovation d'ampleur, c'est directement l'ANA qui valorise à son niveau les certificats d'économie d'énergie. Mais le fait de ne plus avoir ces certificats d'économie d'énergie dans nos dossiers de rénovation énergétique d'ampleur, ça nous a permis de résoudre énormément de situations, énormément de problématiques. Certains d'entre vous le savent, voilà, je ne vais pas les citer, mais les C2E nous ont posé bon nombre de problèmes. Vous, en tant qu'entreprise, vous n'êtes pas des banques. Vous n'avez pas à faire d'avance de fonds. Et ça, les C2E les pénalisaient énormément. Donc, il n'y avait pas que les C2E. Il fallait aussi travailler sur les avances. Donc maintenant, avec l'expérience, on sait très bien comment gérer les dossiers. De manière très simple, et je le dis droit dans les yeux, quelqu'un qui n'a pas d'argent, les conseillers ici présents ne vont pas s'engager corps et âme dans le dossier. Ils vont d'abord, avant d'engager quoi que ce soit, chercher un peu plus loin,
Est-ce que vous avez une capacité d'autofinancement? Est-ce que vous avez un entourage? Ensuite, le réseau bancaire. C'est là qu'intervient le réseau bancaire. En avez-vous parlé avec votre banque? L'importance d'avoir les banques ici présentes. Et une fois qu'on a la quasi-certitude que le ménage est en capacité de financer soit l'intégralité des travaux, soit une bonne partie des factures d'acompte, dans ces cas-là, oui, on est prêt à engager cet accompagnement. En termes d'accompagnement, aujourd'hui, la communauté de communes est agréée Mon Accompagnateur Rénov'. C'est-à-dire qu'il y a une convention qui est signée entre le maître d'ouvrage et la communauté de communes. Et on est donc aujourd'hui quasiment dans l'obligation de nous assurer que celui-ci sera bien en capacité de régler son dû. Cela ne veut pas dire que nous sommes aujourd'hui sûrs de nous et que nous savons pertinemment que aucun dossier présente des difficultés en termes de financement. Non, ce n'est absolument pas mon discours. Il y a toujours quelques dossiers qui présentent quelques difficultés. Il y a des gens, ça existe, qui reçoivent 42 000 € sur leur compte et qui, les collègues pourront le confirmer, du jour au lendemain, les laissent partir. Et là, comment faisons-nous pour régler les fameuses factures d'acompte que vous, entreprise, avez éditées? Et ce genre de situation, bien que nous soyons dévoués, on a du mal à les résoudre. La personne, on n'est pas là derrière elle à lire son historique de compte et à voir que les 42 000 € sont arrivés. Donc c'est pour cela que le travail avec les agences bancaires est important, par exemple. Donc, identification puis orientation des personnes susceptibles d'être accompagnées par le GUHFR, le guichet unique de l'habitat. Oui, c'est, entre guillemets, le rôle qui vous est confié, c'est-à-dire qu'en vous transmettant cette information, en retour, nous attendons que vous puissiez indiquer à vos clients qu'il existe ce guichet unique de l'habitat, qui est un espace conseil France Rénov', c'est-à-dire que nous sommes la porte d'entrée obligatoire pour toute démarche d'amélioration de l'habitat. Réalisation des prestations conformes aux travaux préconisés. Alors, nous partons du principe que, en tant que professionnel du bâtiment, vous connaissez votre métier. Ce n'est pas à nous, communauté de communes, de vous expliquer comment faire pour remplacer une chaudière fioul. Par contre, on part du principe que, en vous faisant confiance sur ce point, nous, derrière, c'est un accompagnement qui ne sera pas problématique. Malheureusement, on a encore quelques dossiers où, malgré les qualifications des entreprises qui interviennent, le maître d'ouvrage rencontre des problèmes, dans lesquels, j'ai un dernier exemple en date, l'entreprise finit son chantier, puis s'en va. L'entreprise n'a même pas facturé. C'est très bien. C'est très bien. Bon, pour l'entreprise n'a pas besoin de ses fonds. C'est parfait. Sauf que l'absence de facture contraint le déblocage des fonds. Et sur ce dossier-là en particulier, il me revient, il y avait d'autres entreprises qui étaient intervenues. Et ne pouvant pas débloquer les fonds, la personne, elle, ne peut pas régler les autres factures de solde. Donc, bien sûr, on suit de près. Et vous voyez, malgré les qualités, les certifications des entreprises, bon, il y a quand même des choses à surveiller de près. Et enfin, fourniture de services adaptés aux ménages engagés dans une démarche d'amélioration de l'habitat. Bien sûr, nous partons du principe également que vous, en tant qu'entreprise RGE ou autre, vous êtes à même de proposer les meilleurs articles, les meilleurs produits à vos clients. Notre rôle à nous n'est pas de contrôler que la fameuse pompe à chaleur soit le bon modèle. De manière très claire, nous ne sommes pas compétents. Nous ne sommes pas plombiers chauffagistes. Nous ne sommes pas formés pour. Tout ce que nous savons faire, c'est vérifier que la pompe à chaleur qui a été installée est bien celle qui était prévue au devis. Ça, on sait faire, et ça fait partie de nos missions. Pour le reste, on a besoin de vous. Et puis, on doit faire aussi vous défendre, les artisans RGE du territoire, par rapport à tous les coups de fil que les gens reçoivent en permanence. Pour la pompe chaleur 1 €, pour les robinets thermo, je sais plus quoi, connectés, pour ci et pour là. Et après, des fois, on me dit, c'était une super affaire, mais ça allait moins que ça. Donc il faut bien qu'on explique
que lorsqu'on aide et qu'à la fin il y a quand même une certaine somme à payer, on n'est pas des truands, vous n'êtes pas des truands par rapport à ceux qui proposaient de tout faire pour 1 euro. Et ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive encore aujourd'hui, malgré les évolutions réglementaires. Ça arrive. J'ai pour mémoire en 2024 une situation de démarchage abusif qui a eu lieu entre Terrasson, Pasaillac et les coteaux périgourdins. Il y a 60 foyers qui ont été touchés, si je puis dire. 60 foyers pour lesquels les bons de commande ont été signés. Et là, malheureusement, c'était pour de la pompe à chaleur, il y a eu quelques problématiques avec le matériel installé. Il y avait de la pompe à chaleur atlantique, des choses assez connues, reconnues, mais il y avait aussi de la pompe à chaleur qui n'était absolument pas adaptée au logement, à sa superficie, à sa configuration. Et on le sait, il y a nos entreprises locales qui sont intervenues et qui ont fait le nécessaire pour que la maison puisse avoir le matériel le plus adapté. Mais derrière, qui est pénalisé? C'est le client, c'est le maître d'ouvrage, c'est notre administré. Et ça, on ne peut que rappeler que la communauté de communes ne démarche pas. Un bon artisan du coin qui dispose de toutes les qualifications ne démarche pas non plus, ne répond pas sur Facebook quand vous demandez à ce que quelqu'un puisse venir intervenir sur votre chaudière. Un artisan du coin qui dispose de toutes les qualifications, déjà, quand vous l'appelez, il vous demande de prendre un rendez-vous. Et après, il fait en fonction de ses disponibilités et du projet qu'il vous propose. Donc ça, c'est des choses qu'on rappelle. Malheureusement, ça arrive encore. Le démarchage abusif. Et l'avantage aussi de travailler avec le service habitat de la communauté de communes, puisque les privés, aujourd'hui, France Bleu aussi, les grosses boîtes, c'est qu'on a un service urbanisme, donc des fois ce n'est pas négligeable quand on vous donne des règles sur le permis de construire, sur ça, ici un service urbanisme, et on a aussi, on est sur l'assainissement, on est aussi compétent sur l'assainissement. Donc lorsque on rénove certaines maisons, des fois il faut mettre un réseau d'assainissement avec, soit collectif, soit non collectif. Donc on peut ici faire ses courses dans différents domaines. Et c'est l'intérêt du guichet unique. Tout à l'heure, Francine parlera de l'économie. On a créé aussi un guichet unique de l'aide à l'économie, elle le dira tout à l'heure. Donc c'est aussi un avantage, mais c'est aussi des exigences pour nous. C'est encore d'autres domaines où si on ne fait pas bien, ça pose problème. Et l'assainissement, c'est pas rien. Sur Terrasson, en ce moment, on est en train de faire 5 millions de travaux de réfection et tous les réseaux d'assainissement de Terrasson. C'est sur 5 ans. Donc on refait tous les réseaux. Et c'est la communauté de communes qui a pris ses dépenses, les endroits où il n'y a plus de réseau. On va avoir fait la station d'épuration pour permettre aussi à tout le monde de se brancher. Donc, je n'ai plus qu'à tout d'abord vous remercier de votre mobilisation ce soir et de votre participation à cette réunion. On est ravis de pouvoir mettre certains noms sur certains visages, revoir des personnes avec qui on traite très régulièrement. Et aussi, encore une fois, c'est l'occasion pour vous de nous poser des questions, de pouvoir échanger. Nous ne représentons pas l'ANA, nous ne sommes pas l'Agence nationale de l'habitat. La communauté de communes, aujourd'hui, n'est pas non plus le délégataire des aides à la pierre, le délégataire des aides de l'Agence nationale de l'habitat. Ça, c'est le département de la Dordogne. La communauté de communes, elle est chargée d'accompagner les ménages, d'accompagner ces derniers jusqu'à la phase de dépôt de demande d'aide. Une fois que le dépôt est fait, l'instruction pour certains publics se fait à Périgueux, les publics aux revenus les plus modestes, et pour les ménages aux revenus dits supérieurs, c'est l'ANA centrale, donc ce sont des services en région parisienne qui se chargent de l'instruction. Nous, on prend le relais dès lorsque l'aide a été accordée. Et on suit le chantier et on travaille sur le déblocage des fonds, une fois les factures d'acompte éditées, ou
les factures de solde transmises. Au niveau du département, c'est la CLH, la Commission locale de l'amélioration de l'habitat, qui valide, c'est ça? Tout à fait, pour les ménages aux revenus très modestes et modestes. Je fais partie de cette commission, je ne l'ai pas tout le temps. Bon, ben on nous a dit un peu comment fonctionner. Maintenant, vous allez nous dire si c'est bien, si c'est mal, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que vous attendez qu'on ne fait pas. C'est ça le but de la réunion. Ça relève de sa responsabilité de coordonner le chantier. Lorsqu'il y a un plombier chauffagiste, un plaquiste et un menuisier à son domicile pour procéder à la rénovation énergétique globale, à lui de coordonner les différentes entreprises et de passer les informations. Ça, c'est un fait, mais notre présence, notamment en tant qu'accompagnateur et NOB, nous impose d'être à ses côtés, de jouer ce rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et oui, on le fait, d'entrer en contact avec les entreprises. Alors, on ne le fait peut-être pas suffisamment et pas sur tous les dossiers. C'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler, notamment sur 2026. Essayer de transmettre davantage d'informations, se positionner peut-être en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ça, on peut le faire dans une certaine limite. Maintenant, comme vous l'avez souligné, lorsqu'il y a plusieurs corps d'État qui interviennent, nous, on ne peut débloquer les fonds qu'à partir, du moins le solde, dès lors que l'intégralité du chantier a été réalisée, a été achevée. Donc, naturellement, lorsque la vieille chaudière fioul a été remplacée par, admettons, une pompe à chaleur, là, on parle peut-être d'une après-midi de travail, peut-être de 2 jours, 3 jours, si peut-être on est sur un sujet un peu complexe, mais face au délai d'intervention du plaquiste, naturellement, nous ne sommes pas sur les mêmes calendriers d'intervention. Donc, il peut y avoir un décalage, et surtout quand, admettons, le plaquiste, lui, intervient le mois suivant ou 2 mois plus tard. Là-dessus, il y a un travail qui est fait aujourd'hui avec les acomptes. Il est possible de débloquer une partie de l'aide accordée par l'ANA sur la base de factures d'acompte. C'est quelque chose que l'on fait aujourd'hui déjà, on le fait déjà. À nous maintenant de continuer à communiquer dessus, de le proposer davantage aux administrés et de faire en sorte qu'en suivant, une fois la demande de versement a été faite, l'artisan puisse recevoir les fonds à partir du moment où l'administré, lui, les a reçus, soit généralement dans les 2 mois qui suivent la demande. Il y a des choses qui sont possibles, qui existent aujourd'hui, que nous faisons. À nous de faire le nécessaire pour que les artisans aient davantage d'informations. Procivis, comment ça marche? Soyons clairs, on a arrêté. Ah bon? On a arrêté. Alors, pourquoi est-ce que... Alors, on n'a pas arrêté officiellement. On est en phase de finalisation de certains dossiers parce que le partenaire Procivis Nouvelle-Aquitaine, qui jouait le rôle de caisse d'avance, notamment des aides accordées par l'ANA, par le département de la Dordogne et par la communauté de communes, c'est un partenaire qui nous a aidés sur certains points, car lorsque la communauté de communes, à titre d'exemple, accordait 2 000 € sur un dossier de rénovation énergétique, la Procivis pouvait justement verser directement ces 2 000 € à l'entreprise. Donc, on a utilisé ce dispositif pendant les premières années, et pour l'instant, depuis 2025, le choix a été fait de ne pas proposer ce dispositif, car il y a des problèmes qui ont été rencontrés. Et les problèmes sont les suivants, c'est que lorsque Procivis avançait l'argent de l'ANA, qui est géré par le département de la Dordogne, et figurez-vous que le département de la Dordogne ne remboursait pas Procivis. Et quand le département de la Dordogne ne remboursait pas Procivis, Procivis allait voir directement le maître d'ouvrage, l'administré. Et on a donc eu des reconnaissances de dette qui ont été établies entre Procivis et l'administré. Là, la communauté de communes n'a pas de regard, parce que lorsque Procivis intervient, Procivis fait signer ses propres documents à l'administré, et l'administré signe en fait dans ces documents les reconnaissances de dette. Donc Procivis n'avait qu'à appliquer. Et ils l'ont fait pour l'ANA, pour le département, à hauteur de 77 000 €. Donc, nous, communauté de communes, qui n'avions strictement rien à voir dans cette histoire, qui remboursions correctement Procivis dès lors qu'ils avançaient nos fonds, Procivis a avancé 44 000 € d'aides accordées par la communauté de communes. Ces aides ont été remboursées dans des délais qui restent relativement raisonnables.
lorsque le chantier était achevé, la communauté de communes procédait au remboursement. Mais l'ANA ne le faisait pas. Donc nous, communauté de communes, on s'est positionné en tant que intermédiaire, médiateur si je puis dire. On n'a pas pris de coup, monsieur Bousquet, je vous rassure, mais on a observé que certains administrés étaient mécontents du système. Donc, au lieu de s'enliser là-dedans, on a dit mais très bien, voilà. Si vous avez l'argent, si vous avez les fonds, eh bien, utilisez plutôt vos fonds propres pour régler les acomptes demandés par les entreprises et ne mobilisons plus Procivis. Et aujourd'hui, Procivis est en train de supprimer tous ses crédits. Donc on s'engage en 2026 sur un partenariat stérile. C'est toujours notre partenaire, je tiens à le souligner, son logo apparaît, mais partenaire qui sera de moins en moins mobilisé. Il y a des agences, des représentants d'agences IMO. Monsieur Jean-Louis aussi, si vous voulez. Ouais, globalement, entre le moment où vous avez tous les devis des artisans et le retour des aides aux clients, vous avez un delta de combien de temps là, en général? Alors, quand nous arrivons à obtenir tous les devis, nous, on est en capacité de traiter, de finaliser le dossier dans la semaine. Aujourd'hui, encore une fois, sur la rénovation énergétique, on a 2 auditeurs énergétiques, Marie et Régis, debout. En fonction de leur planning, lorsqu'ils ont un dossier dit complet, ils arrivent à le traiter dans la foulée, parce que concrètement, c'est ce qu'on attend. Un dossier complet, c'est ce qu'on attend. Donc, ils le traitent, et une fois que celui-ci est déposé sur la plateforme, cela dépend du délai d'instruction, notamment au niveau de Périgueux. Pour les ménages aux revenus les plus modestes, si nous sommes sur une instruction assez fluide, cela peut prendre 2 à 3 semaines, en sachant que la commission locale d'amélioration de l'habitat, la CLAH, se réunit en théorie toutes les 2 semaines. Alors, ça n'a pas été vraiment le cas en 2025, ça a été beaucoup plus long, les délais de réunion, mais sur un fonctionnement normal, on avait généralement une commission tous les mois. Une fois que la commission se réunit, rend un avis favorable pour l'accord, on est en capacité de recevoir la notification d'attribution sous quinzaine. C'est le temps que le document soit signé par le président du département, on est dans la quinzaine, et ce qui signifie que si début novembre, un administré nous envoie un dossier complet, et qu'il n'y a pas de difficulté dans nos plannings, et qu'au niveau du département ça suive, on peut avoir une attribution courant décembre. Voilà, c'est-à-dire dans les 5 à 6 semaines qui suivent le délai. En sachant que nous, aujourd'hui, on est en capacité de réduire le délai qui nous importe, qui nous incombe, à savoir le délai de finalisation. Lui, on le maîtrise et on est capable d'intervenir sur la semaine ou même sur la journée. Encore une fois, un dossier qui est prêt, c'est un dossier sur lequel les techniciens se sont déjà préparés à finaliser. Dès qu'ils reçoivent les pièces, on enchaîne. Je reviens sur les agences IMO, c'est un point important. Je sais qu'il y a quelques représentants parmi nous ce soir. Je vais parler du sujet des bailleurs. Le sujet des bailleurs, il est très important. On a, grâce aux élus, ce dispositif d'aide, c'est 250 000 € qui permettent notamment d'aider des dossiers bailleurs. Les dossiers bailleurs, on en fait quelques-uns. On fait ce qu'on appelle du monobailleur. Le monobailleur, il va avoir un logement, une maison individuelle, qu'il propose à la location. Donc, on a des dossiers comme ça. Mais là, ce qu'il nous faudrait de plus en plus, on en a certains, mais il nous en faudrait davantage, c'est du bailleur qui dispose d'un habitat collectif. Le fameux immeuble en centre-ville. Que ce soit de Terrasson, du Lardin, de Tenon, d'Hautefort. Ces bailleurs-là, aujourd'hui, nous intéressent parce qu'ils participent directement à l'attractivité du territoire. Et c'est la cible qui a été identifiée par les élus. Ouais, si on veut augmenter la population, dynamiser notre territoire, les propriétaires occupants leur donnent une qualité de vie meilleure. Et on développe le territoire grâce à des gens qui rénovent des immeubles et qui créent de nouveaux logements. Il y a de très belles opérations à faire. Il n'y a pas de
propriétaires revenus sur les bailleurs. Exactement. Ouais, donc, c'est plus réservé au public en difficulté comme les propriétaires occupants où les revenus sont pris en compte. Ils n'ont pas tous droit à... Alors, ce que vous dites est très important. Ah, vous avez une question? Je finis. Ce que dit M. Bousquet est très important. Pour les propriétaires bailleurs, nous avons la possibilité de mobiliser un dispositif qui s'appelle Locavantage, un dispositif de l'ANA. Pour le dispositif Locavantage, le bailleur n'est pas soumis à conditions de ressources. Faisons très simple, le bailleur avec 500 000 € de revenu fiscal de référence, la réponse est oui. Il peut être éligible. Le porteur de projet qui décide d'investir en entreprise peut être également éligible. On en a déjà fait et on croise les doigts pour pouvoir en faire aussi d'ici début 2026. Donc l'avantage de ne pas être soumis à critères de ressources, il est non négligeable. Je sais pas s'il marche. Donc c'est très bien pour le territoire d'avoir des nouveaux logements à la location, mais comment vous faites pour flécher entre de la location annuelle pour les nouveaux salariés par rapport avec l'économie et le Airbnb, où ça va être que de la location saisonnière. Donc en plus si vous ne mettez pas une jauge au revenu, j'ai un peu peur que pour nos administrés ça soit pas rentable en fait. C'est-à-dire qu'on ait des logements très beaux pour du Airbnb et non pour à l'année pour nos salariés. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement le logement est problématique aujourd'hui pour les entreprises, donc on en a bien conscience et on travaille dessus. Donc pas plus tard que ce matin, j'étais encore en réunion pour essayer de trouver donc des solutions. Il y a une plateforme qui a été mise en place pour les travailleurs saisonniers donc sur le Sarladé par la mission locale qui fonctionne et on va s'en inspirer. Donc c'est ce que alors j'aurais souhaité que il fallait pas refaire ce qui existe déjà, mais bon vous savez en France c'est pas toujours très simple, donc comme il y a un certain type de financement, on ne peut pas faire ce qui est prévu pour des saisonniers, pour le généraliser sur des stagiaires ou des employés, des emprenants ou des gens qui seraient en courte durée ou en CDD ou autre. Donc on est obligé de refaire donc, une autre façon de faire en s'inspirant donc de ce qui a été fait pour les travailleurs saisonniers. Donc, et pour les travailleurs saisonniers, si vous voulez, il y a une garantie de loyer qui est assurée. Donc ça veut dire que donc, le loueur est garanti d'être payé. Voilà. Et donc ça me paraît être vraiment très bien. Donc on essaye de refaire donc, ce système-là donc, et donc vraisemblablement on sera peut-être aussi précurseur en la matière donc sur le terrassonnier, puisque bon, on va peut-être pouvoir embaucher une personne qui sera dédiée à cette plateforme. Et voilà, mais pour l'instant c'est en réflexion, c'est pas facile à monter. Et donc on travaille dessus, effectivement, parce que pour les entreprises, c'est un gros problème aujourd'hui, le logement. On aura une action spécifique là-dessus, dans le cadre de la marque employeur. Oui, alors la marque employeur, mais ça ne concerne pas les TPE, ça concerne les entreprises usines du futur. Mais ceci dit, voilà, ce qui sera fait, même si on le fait pour ces entreprises-là, enfin avec ces entreprises-là, on peut le dupliquer ensuite pour tout le territoire. Alors après, on n'a pas répondu totalement à sa question. On sait faire, d'un côté. Je connais un peu. Donc, alors là, comment on peut... alors, là, c'est un choix politique important. Dans certaines villes, on interdit les locations saisonnières. Alors, ici, ça serait peut-être compliqué de le faire. Pour compléter la réponse de Mme Bourra, alors, il est vrai qu'il y a plusieurs sujets. Il faut pouvoir loger différentes catégories de ménages, de potentiels occupants du territoire. Donc, il y a plusieurs sujets. Maintenant, si je rebondis sur la partie rentabilité,
comment faire pour que ce fameux investisseur avec 500 000 euros de revenu fiscal de référence ne vienne pas sur notre territoire pour acheter un bien à 150 000 euros avec 5 logements et tout mettre sur Airbnb. Au-delà du coercitif, qui est à la main des élus, et pour l'instant, ils n'ont pas pris la décision d'aller sur ce terrain, avant d'aller là-dessus, nous, grâce aux décisions des élus, on a des outils incitatifs. On mise énormément sur l'incitatif. Et l'incitatif, c'est quoi? C'est encore une fois ce dispositif Locavantage. Il nous dit que, certes, il n'y a pas de critères de ressources. Donc n'importe qui peut arriver et investir. Mais derrière, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le public qui va occuper vos logements, c'est un public qui est soumis à conditions de ressources. Les logements, c'est des logements pour lesquels les loyers doivent être plafonnés. Là, vous pourriez me dire, si nous commençons à plafonner les loyers, parlons rentabilité, ça peut devenir compliqué. Sauf que les investisseurs le savent. Lorsqu'ils viennent sur ce type d'opération, ils viennent aussi récupérer de la recette directe. Et la recette directe, c'est quoi? Ce sont ces fameuses subventions. Un exemple, sans citer de nom, une opération à quasiment 300 000 euros. Sur 300 000 euros de dépenses, TTC, quasiment 150 000 euros d'aide. 150 000 euros de subventions, tout partenaire public confondu, pour faire 3 logements. Là, ce sont donc 150 000 euros qui arrivent, si je puis dire, directement dans la poche du bailleur, sans frais, sans intérêt. Ce n'est pas un prêt, hein, c'est une subvention. Ce sont des subventions. Vous les percevez, il n'y a pas de remboursement demandé. Et au-delà de ça, il y a de la défiscalisation possible, jusqu'à 12 ans. Et cette défiscalisation, elle se fait directement sur l'impôt sur le revenu. Étant donné que le revenu locatif est concerné, ou du moins alimente l'impôt sur le revenu, et bien, la défiscalisation se fait, elle, pendant 12 ans, sur ce revenu locatif. À condition que ce soit annuel, en location annuelle. C'est de la location annuelle. Bien entendu, ces dispositifs-là ne concernent que du locatif à l'année. Et un loyer modéré. Et on ne peut pas subventionner du logement secondaire, et encore moins du logement. Quand il dit les bêtises, lui aussi, tu as le droit de le dire. Hein. Pour avoir droit, c'est 6 ans minimum de bail locatif. Ouais, c'est 6 ans. 6 ans minimum. Minimum. Ouais, c'est ça. C'est déjà important. C'est déjà important. Donc en l'état, on ne peut pas contraindre l'hébergement saisonnier, le développement de l'hébergement saisonnier, parce qu'il n'y a pas d'outil coercitif en place aujourd'hui. Mais par contre, un investisseur qui contactera notre guichet unique de l'habitat se verra proposer toutes les options pour pouvoir investir sur notre territoire, avoir de l'aide directe, de la défiscalisation, et on pourra également lui parler d'autres dispositifs, éventuellement avec les banques, il y a des choses qui peuvent être également faites. Dans le vieux terrassement, qui est en ZPPAUP, il y a des aides supplémentaires. Alors, c'est le dispositif Malraux, le dispositif de défiscalisation Malraux, qui n'est aujourd'hui pas cumulable avec le dispositif Locavantage. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Mais le choix est très rapide, car lorsque nous faisons les simulations, vous avez plus à gagner en passant par un dispositif Locavantage avec des subventions directes. C'était autrefois. Avez-vous d'autres questions sur... Ah, monsieur... Aujourd'hui, France Rénov, 13 000 dossiers. Aujourd'hui, on en est où? Qu'annonce l'avenir en fait là-dessus? Est-ce que vous avez des infos? Alors, le 13 000 dossiers, c'est l'objectif qui a été fixé à l'échelle nationale. C'est l'enveloppe supplémentaire qui a été débloquée, ou du moins ce qui a été réservé plutôt sur l'enveloppe restante. Sur ces 13 000 à l'échelle nationale, comme l'a souligné mon collègue, la barre des 5 500 dossiers vient d'être atteinte. Aujourd'hui, à l'échelle départementale, c'est à peine 160, il me semble que c'est 160 dossiers, à peu près 160 dossiers qui ont été déposés. Maintenant, la question de 2026, que va-t-il se passer par la suite?
Là, la réponse, elle est simple. Je suis obligé de m'en remettre au projet de loi de finances. Tout le monde connaît l'actualité. À minima, ce sera quasiment la même chose qu'entre 2024 et 2025, à savoir le maintien des crédits qui avaient été engagés l'année précédente. Donc, en sachant que l'Agence nationale de l'habitat a prévu en 2025 plus de 3,6 milliards d'euros pour notamment la rénovation énergétique, avec 3,6 milliards d'euros, on est en capacité aujourd'hui d'accompagner à l'échelle nationale quasiment 100 000 rénovations d'ampleur. Mais ces 100 000 rénovations d'ampleur, si le prorata à l'échelle de la Dordogne, pardon, je ne pourrais pas faire le prorata à l'échelle de la Dordogne, pardon, mais ces 100 000 rénovations d'ampleur, de 1, ça ne suffira pas. Ça, c'est un fait, parce que la problématique, elle est bien plus profonde, la précarité énergétique, elle est bien plus profonde. Et de 2, 3,6 milliards en 2026, avec la hausse du coût des matériaux, etc., nous amènera sur la même situation qu'en 2025. À savoir, en 2026, il va falloir être le premier arrivé pour être le premier servi. Au mois de mai, c'est quasiment sûr, s'il n'y a pas d'évolution, de décision contraire, c'est quasiment sûr qu'au mois de mai 2026, les crédits seront consommés et on partira sur un second semestre qui sera à l'image de celui-ci, à savoir avec des modulations dans les critères d'éligibilité et du fléchage de l'aide. Là, c'est le cas. Les 13 000, c'est du repositionnement, du fléchage de l'aide sur les ménages aux revenus très modestes, uniquement très modestes, et avec en plus du plafond de dépenses éligibles qui a été réduit. Donc, je m'en remets aux décisions qui sont en train d'être prises à l'échelle nationale. Nous nous en remettons. Petite question pour compléter les 13 000 dossiers. Est-ce qu'on va pouvoir basculer sur les modestes? Vous avez des infos là-dessus? Alors malheureusement, nous n'avons pas d'informations. Il faut attendre maintenant le dernier conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat qui se déroulera au mois de décembre, dans un petit mois. Et celui-ci arrivera aussi de manière concomitante avec, nous l'espérons, une décision au niveau national par rapport au projet de loi de finances. Et c'est à ce niveau-là que nous saurons si, dans les critères d'éligibilité, les ménages aux revenus modestes seront de nouveau concernés. La seule information que nous pourrions vous communiquer, sans grande certitude, c'est que les ménages aux revenus supérieurs, eux, en 2026, risquent de ne pas pouvoir s'engager sur la rénovation énergétique d'ampleur accompagnée. C'est une catégorie qui se retrouvera inéligible aux aides. Et ça, c'est déjà le cas maintenant sur le deuxième semestre 2025, et c'est fort à parier que ce soit le cas pour 2026. Il y avait Monsieur Leroy, il me semble. C'est juste la même question. Plus d'autres questions? Nous avons pu répondre aux différentes interrogations. Encore une fois, il y a certes des difficultés qui sont connues à l'échelle nationale. Nous, au territoire, nous sommes totalement tributaires de ces difficultés. Lorsqu'il y a eu la fermeture temporaire de la plateforme de dépôt MaPrimeRénov', au 23 juin, avec une réouverture au 30 septembre, nous avons été pris de court, comme tout le monde. Nous avons fait le nécessaire pour déposer à la dernière minute le 23 juin. Et ensuite, cet été 2025, nous avons poursuivi les accompagnements sans avoir la certitude de pouvoir déposer du dossier. On a réussi à déposer les dossiers qui étaient prêts. Il y en a quelques-uns qui seront déposés en 2026 en fonction des nouveaux critères. Mais ces dossiers-là, c'est parce que soit ils n'avaient pas tous les devis, ou soit simplement la décision n'avait pas encore été prise. On rappelle que tant que le maître d'ouvrage ne nous dit pas « je valide votre plan de financement », on y va, naturellement, nous n'avançons pas. Petite question sur l'habitat, tu vas en profiter, parce qu'il y a quand même des artisans et qu'on aide, tu vas expliquer. Alors, effectivement, donc moi je suis vice-présidente en charge de l'économie, donc il faut savoir donc, que la communauté de communes a un budget donc, dédié. Alors, la compétence économie, d'abord, c'est la région,
Par contre, les communautés de communes ont la compétence immobilier d'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un projet d'achat d'un bâtiment ou un projet donc, de rénovation de bâtiment, vous pouvez venir nous voir et nous avons donc selon un règlement régi donc, par la région, puisque la région a la compétence économie générale, nous avons donc des critères pour pouvoir vous aider en termes financiers et donner des subventions. Donc ils peuvent aller jusqu'à 15 000 €. Voilà, c'est quand même pas négligeable. Donc ça c'est pour les... Nous on ne peut... en immobilier d'entreprise on peut aider à peu près tout le monde. Et ensuite nous avons donc une convention, comme je vous l'ai dit, avec la région par le... À condition qu'on ne nous emmerde pas pour pouvoir construire. Ah oui, ça c'est... Que toutes nos zones d'activité sont bloquées. C'est quand même Tu parlais extraordinaire. d'opération tout à l'heure, les règles d'urbanisme intéressant sont tellement drastiques par rapport aux zones rouges, etc. que malheureusement, on veut rénover. Le Lardin, idem, hein. Voilà. Voire pire. Tout ça, et même quand on était dans nos zones d'activité, il y a des travaux qui se font, si on ne vous avait pas imposé des fouilles archéologiques, la zone, à côté de Mondial Relais et compagnie, là-bas, elle serait toute pleine. Et on attend des fouilles qui vont être faites le 17 novembre. Et demain matin. Et pour vous faire rire personne, le gars de l'INRA, quand il est venu, descendu de sa voiture, il était avec Nicolas, il a fait tout ça, ça me paraît un beau site archéologique là. Il n'avait pas regardé que déjà il s'était dit et on a tout bloqué, il n'y a pas qu'à Terrasson, maintenant la zone d'activité va commencer. On nous a gelé un demi-hectare parce qu'on a trouvé un message qui devait correspondre à un site funéraire. À côté de Mademoiselle Dessert, c'est 20 millions d'investissements qui sont prévus, c'est bloqué. Enfin, voilà. Bon, tout ça, on a des aides, mais on marche un peu sur la tête. Donc, ce que je voulais vous dire, voilà, donc au niveau donc, de l'immobilier d'entreprise, et après on a des aides directes, donc toujours selon le schéma de développement donc, qui nous est donné par la région. Donc on ne fait pas vraiment ce qu'on veut, on a des règles, il faut que vous rentriez dans les critères d'éligibilité. Cependant, pour toute entreprise qui se crée, nous donnons 1 500 €. C'est ce qu'on appelle l'aide à l'amorçage. Et ensuite, nous aidons à l'aide aux investissements, donc toujours pareil, donc il faut que ça rentre quand même dans les critères d'éligibilité, mais nous pouvons aller jusqu'à 3 500 € hors taxe, donc ce qui vous fait 3 500 plus 1 500, ça vous fait 5 000 € d'aide. Voilà, donc bon, c'est pas négligeable. Donc les premiers 1 500, c'est sans critères, sans investissement, sans rien. Vous créez votre entreprise, vous avez 1 500 €. Oui. Même au micro? Vous mettez 1 500 € même au micro? Même au micro, tout à fait. Voilà, donc voilà, c'est l'information que je voulais vous donner. Et ensuite, donc, nous avons effectivement un guichet unique aussi, donc nous avons instauré ça donc, tous les 2 mois à peu près, où nous mettons autour de la table donc, les différentes chambres consulaires, les chambres de la CCI, la CMA, Initiative Périgord, Périgord Développement, la région, enfin tous les acteurs, je dirais, économiques, France Active, l'économie sociale et solidaire, de façon à ce qu'on regarde tous les différents dossiers que l'on a eus et qu'on regarde effectivement que toutes les aides potentielles ont bien été vues et ont bien été données sur ces différents dossiers. Voilà, ça évite aux porteurs de projets d'aller taper un peu à toutes les portes. Et c'est nous qui faisons le boulot pour vous, si je puis dire. À partir du moment où on vous a vu, on va essayer de chercher effectivement après toutes les aides possibles. Voilà, donc ça c'est pour toutes les TPE, moins de 10, du territoire de la communauté de communes. Voilà, donc je n'étais pas sûre que tout le monde avait cette information. Donc voilà, et après, on travaille effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le logement, donc pour les entreprises qui ont des problèmes pour loger leurs salariés. Et donc on essaye de trouver donc, des solutions. Voilà, mais comme je vous ai dit, c'est pas simple et on y travaille, ça demande beaucoup de réunions, beaucoup d'investissements, mais je pense qu'on va trouver une solution. Voilà. Donc l'État nous a octroyé déjà une personne pour pouvoir nous aider là-dessus. Elle va nous aider financièrement pour l'embauche de cette personne. Donc c'est déjà ça. Voilà. Et puis après, voilà, on construise tout ça ensemble.